Isabelle Adjani ne joue pas, elle brûle. Écrivait un critique à propos de Isabelle Adjani. À 70 ans, elle demeure cette énigme vive, à la fois icône et fracture, admirée jusqu'à l'obsession, contestée jusqu'à l'inconfort. Derrière les silences soigneusement tenus, les amours éclatés et les scandales feutrés, une trajectoire se dessine sans jamais se livrer entièrement. Que reste-t-il quand le mythe refuse de se taire? Elle n'est loin du tumulte qu'elle incarnera plus tard. Le 27 juin 1955, dans un Paris encore marqué par les silences d'après-guerre, Isabelle Adjani grandit entre deux langues, deux mémoires, deux héritages qui ne se fondent jamais tout à fait. Un père algérien, ancien soldat de l'armée française, une mère allemande arrivée sans parler un mot de français. Dès l'enfance, tout chez elle relève du déplacement, de la tension discrète, presque invisible. Cette dualité ne s'exhibe pas, elle s'imprime. Dans la voix, dans le regard, dans cette manière singulière d'habiter le silence. À Gennevilliers, loin des lumières promises, la jeune Isabelle observe plus qu'elle ne parle. Elle apprend vite, trop vite peut-être. À 12 ans, elle monte sur scène pour la première fois. Ce n'est pas encore une vocation, c'est une nécessité obscure, une façon de canaliser quelque chose d'indéfinissable. À 14 ans, elle entre déjà dans le cadre du cinéma avec une assurance troublante. Était-ce du talent pur ou une urgence plus profonde à exister ailleurs? Puis vient la Comédie Française, 1972, un temple, une institution, un passage obligé pour les classiques. Elle y entre jeune, presque trop. On la remarque immédiatement dans Molière, dans cette précision froide et vibrante à la fois. Mais déjà, quelque chose résiste. Rester figée dans un cadre, même prestigieux, ne lui suffit pas. Elle part. Brutalement. Certains y voient de l'arrogance, d'autres un instinct rare, celui de ne jamais se laisser enfermer. Le cinéma, lui, attendait, et surtout un regard, celui de François Truffaut. Lorsqu'il l'a choisi pour l'histoire d'Adèle H., il ne cherche pas une actrice, mais une obsession incarnée. Elle n'a pas 20 ans, et déjà elle porte sur ses épaules un rôle qui consume. Les critiques parlent d'une révélation, d'un phénomène presque inquiétant. Une nomination aux Oscars suit, comme une évidence. Mais derrière cette reconnaissance fulgurante, une autre question se glisse. Comment continuer après avoir été si tôt, aussi intensément? Car chez Isabelle Adjani, rien ne semble jamais linéaire. Chaque succès contient une fissure. Chaque apparition laisse deviner un retrait. Elle avance, mais à sa manière, en refusant les compromis faciles, en cultivant une rareté qui intrigue autant qu'elle dérange. Pourquoi disparaît-elle parfois au moment même où tout semble de lui sourire? Pourquoi ce rapport presque conflictuel à la lumière? Les années suivantes ne feront que confirmer cette singularité. Elle choisit des rôles sombres, des femmes brisées, habitées par des passions qui dépassent la raison. Ce n'est pas un hasard, ni un calcul. C'est une cohérence intérieure, une fidélité à ce qu'elle porte depuis toujours. Mais à mesure que son aura grandit, une autre scène commence à se dessiner, plus intime, plus instable. Une scène où l'amour, lui aussi, ne connaîtra jamais la simplicité. C'est dans cette zone plus intime que la légende commence à se fissurer, ou plutôt à se compliquer. À la fin des années 1970, Isabelle Adjani croise la trajectoire de Bruno Nuiten. Lui maîtrise la lumière. Elle la capte. Leur relation ne fait pas de bruit, mais elle installe quelque chose de durable. Une proximité où le regard artistique et le lien affectif se confondent. Il ne s'agit pas d'un amour spectaculaire, plutôt d'une alliance faite de travail, de silence, d'une compréhension presque instinctive. Dans cet équilibre fragile, Adjani semble trouver un ancrage provisoire, comme si l'image pouvait enfin dialoguer avec l'émotion. Mais rien, chez elle, ne s'inscrit dans la durée sans résistance. Le début des années 1980 la propulse à un niveau de reconnaissance rare. Elle devient une figure centrale du cinéma européen, enchaînant des rôles où la fragilité se mêle à une intensité presque dérangeante. À Cannes, en 1983, lors de la présentation de L'été meurtrier, elle provoque un incident inattendu. Elle refuse de poser devant les photographes. Geste simple, presque anodin en apparence, mais qui déclenche une onde médiatique. Était-ce un caprice ou une manière de reprendre le contrôle d'une image qui lui échappait déjà?
Ce refus n'est pas isolé. Il s'inscrit dans une série de choix qui brouillent les attentes. Isabelle Adjani ne joue pas le jeu de la visibilité permanente. Elle disparaît, revient, s'impose, puis se retire à nouveau. Cette oscillation alimente autant la fascination que les critiques. Certains parlent de mystère, d'autres d'instabilité. Mais au fond, qui décide de la juste mesure quand une carrière devient une projection collective? Dans ses rôles, elle continue d'explorer des zones extrêmes. La douleur, la folie, la passion destructrice deviennent des territoires familiers. Elle ne cherche pas à plaire, elle cherche à atteindre. Et cette exigence a un prix. Sur les plateaux, on la dit intense, parfois difficile. Dans les médias, on la décrit insaisissable. Pourtant, chaque apparition confirme une chose. Elle ne triche pas. Peut-on rester intact en incarnant autant de vertiges? Parallèlement, sa vie personnelle commence à attirer une attention nouvelle. Non pas encore comme un scandale, mais comme une extension naturelle de cette intensité qu'elle porte à l'écran. Les liens qu'elle tisse semblent suivre la même logique. Profonds, engagés, mais rarement apaisés. Comme si l'équilibre lui échappait dès qu'il s'installe. Comme si la stabilité, loin d'être une promesse, devenait une contrainte. À mesure que les années avancent, une impression se dessine. Isabelle Adjani construit sa propre légende, mais sans jamais chercher à la contrôler totalement. Elle avance dans un clair-obscur constant, laissant derrière elle des images puissantes et des zones d'ombre persistantes. Et dans cette lumière instable, une autre rencontre se profile déjà, plus médiatisée, plus brûlante, prête à redéfinir non seulement son parcours, mais aussi la perception que le public a d'elle. Puis survient une rencontre qui ne se contente pas d'exister. Elle s'impose, elle déborde, elle fracture. À la fin des années 1980, Isabelle Adjani croise Daniel Day-Lewis. Deux intensités rares, deux absolus qui ne savent pas se modérer. Leur histoire dure 6 ans, mais le temps y semble compressé, densifié, presque irréel. Sur les plateaux comme dans l'intimité, ils partagent une même exigence, ne jamais faire semblant. Mais peut-on aimer sans se consumer quand chaque geste est poussé à l'extrême? Leur relation fascine autant qu'elle inquiète. On parle d'une passion totale, sans compromis, où l'admiration se mêle à la tension permanente. Daniel Day-Lewis, connu pour son immersion radicale dans ses rôles, trouve en Isabelle Adjani une équivalence presque troublante. Elle, déjà habituée aux zones d'ombre, semble accepter cette intensité comme une évidence. Mais derrière cette alchimie, une fragilité se dessine. Lorsque deux absolus se rencontrent, qui cède en premier? Les années passent et l'équilibre se fissure. Les rumeurs commencent à circuler, discrètes d'abord, puis de plus en plus insistantes. Rien n'est confirmé, tout est suggéré, jusqu'à cette rupture brutale, presque irréelle dans sa forme. Une histoire qui se termine à distance, par un simple fax, alors que Isabelle Adjani est enceinte de 7 mois. Le détail choque, intrigue, alimente les conversations. Est-ce une exagération médiatique ou le reflet d'une séparation devenue impossible autrement? En 1995, leur fils, Gabriel Kane, naît dans ce contexte chargé, déjà marqué par l'absence et les interprétations. L'enfant devient malgré lui un point de convergence entre deux trajectoires qui ne se rejoignent plus. Isabelle Adjani, fidèle à sa réserve, ne transforme pas cette histoire en récit public. Elle laisse les versions circuler, sans les confirmer pleinement, sans les démentir totalement. Ce silence, encore une fois, nourrit le mythe autant qu'il le protège. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement la violence supposée de la rupture, mais la manière dont elle s'inscrit dans une continuité, comme si chaque lien chez elle portait en lui la promesse d'un déséquilibre futur, comme si l'intensité initiale contenait déjà la fin. Pourquoi ces histoires ne peuvent-elles jamais simplement s'éteindre? Pourquoi doivent-elles toujours laisser une trace aussi vive? In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Dans les années qui suivent, Isabelle Adjani poursuit sa carrière avec la même exigence, mais quelque chose a changé. Le regard du public aussi. Désormais,
Elle n'est plus seulement une actrice exceptionnelle, elle devient une figure romanesque, presque tragique, dont la vie privée semble répondre au rôle qu'elle choisit. La frontière entre fiction et réalité se brouille davantage. Et pourtant, elle ne cède pas à la transparence. Elle ne s'explique pas. Elle avance, encore, avec cette manière singulière de laisser derrière elle plus de questions que de réponses. Mais cette histoire, aussi marquante soit-elle, n'est qu'un chapitre. D'autres rencontres viendront, d'autres ruptures, peut-être. Après cette rupture qui a laissé une empreinte durable, Isabelle Adjani ne ralentit pas. Elle déplace simplement le centre de gravité. Le début des années 2000 marque une autre phase, moins flamboyante en apparence, mais tout aussi révélatrice. Elle apparaît différemment, choisit ses projets avec encore plus de retenue, comme si chaque retour devait désormais justifier son silence. Est-ce une stratégie ou une nécessité intérieure devenue irrévocable? C'est dans ce climat qu'elle se rapproche de Jean-Michel Jarre, une relation inattendue, presque surprenante pour ceux qui tentaient encore de lire sa trajectoire comme une suite logique. Lui, figure majeure de la musique électronique, habituée aux architectures sonores monumentales, elle, actrice de l'intime, du trouble, du regard. Leur lien intrigue, attire, puis s'installe dans une forme de discrétion maîtrisée. Ils se fiancent, donnant l'impression, fugace mais réelle, d'un équilibre possible. Mais là encore, la stabilité ne dure pas. En 2004, la rupture éclate, non pas dans l'ombre, mais en pleine lumière. Isabelle Adjani choisit de rendre publique la séparation en une de Paris Match. Le geste est rare chez elle, presque contradictoire avec sa réserve habituelle. Elle accuse Jean-Michel Jarre d'infidélité avec Anne Parillot. Cette fois, il ne s'agit plus de rumeurs flottantes, mais d'une déclaration directe, assumée. Pourquoi exposer ce qui, jusque-là, restait protégé? Ce moment marque une inflexion. Isabelle Adjani semble reprendre le contrôle du récit, mais au prix d'une exposition inhabituelle. L'image publique se recompose, mêlant admiration et scepticisme. Certains saluent sa franchise, d'autres questionnent cette mise en scène soudaine. Est-ce une réponse à une blessure ou une manière de ne plus subir les interprétations? Dans la foulée, une autre relation s'installe, plus discrète, mais tout aussi complexe, avec Stéphane Delajoux. Pendant près de 5 ans, leur histoire reste en marge des projecteurs, comme si elle cherchait à retrouver une forme de normalité. Mais là encore, la fin ne se contente pas d'être silencieuse. Des accusations émergent, des tensions juridiques apparaissent, jusqu'à des rumeurs d'agression. Rien n'est clairement établi, tout est contesté, notamment par les avocats de l'actrice. Pourtant, le climat change. L'image se fragilise. Ce qui se dessine alors n'est pas une succession d'échecs sentimentaux, mais une répétition de tensions où l'intime et le public se contaminent. Chaque relation semble porter en elle une part de lumière et une zone d'ombre, comme un écho à sa carrière elle-même. Peut-on réellement dissocier l'artiste de la femme quand les deux avancent sur la même ligne de crête? Dans ces années-là, Isabelle Adjani ne cesse pourtant pas d'être célébrée. Les distinctions continuent, les rôles marquent, l'aura persiste. Mais quelque chose s'installe, plus diffus, une forme de distance entre elle et le public, faite d'admiration intacte et de questionnements croissants, comme si chaque nouvelle apparition devait désormais composer avec un passé devenu trop dense pour être ignoré. À mesure que les années avancent, Isabelle Adjani ne cherche plus à corriger les perceptions, elle les laisse se déposer. Une autre forme de présence s'installe, plus distante, presque méditative. Les rumeurs d'une nouvelle histoire d'amour apparaissent par vagues, jamais confirmées, jamais totalement éteintes. Mais au lieu de nourrir ces récits, elle choisit un autre langage, plus inattendu, celui du retrait assumé. « Je suis seule et je ne suis jamais sentie aussi bien », confie-t-elle. Une phrase simple, presque tranchante. Faut-il y voir une défense ou une vérité enfin stabilisée? Cette déclaration ne ferme pas les spéculations, elle les déplace. Dans un monde où l'exposition est devenue la norme, son refus de s'inscrire dans une nouvelle narration sentimentale intrigue davantage que n'importe quelle révélation. Isabelle Adjani semble redéfinir les règles, plaçant la liberté individuelle au-dessus de toute attente extérieure. Elle ne nie pas le passé. Elle cesse simplement de s'y attacher publiquement. Peut-on encore surprendre en choisissant de ne rien dévoiler? Pourtant, cette période n'est pas exempte de tensions. Les critiques se font plus directes, parfois plus dures.
Son apparence, autrefois unanimement célébrée, devient un sujet de débat. On évoque des interventions esthétiques, des transformations jugées excessives par certains observateurs. L'icône est scrutée, comparée, disséquée. Mais là encore, elle ne répond pas frontalement. Elle laisse l'image évoluer, sans justification, comme si le regard des autres n'avait plus le même poids. En parallèle, un autre épisode vient troubler cette phase de retrait contrôlé. En décembre 2023, une décision de justice tombe à Paris. Isabelle Adjani est condamnée à 2 ans de prison avec sursis et à une amende de 250 000 € pour fraude fiscale et blanchiment. L'annonce crée un choc, ravive les critiques, relance les interrogations. Comment une figure aussi respectée peut-elle se retrouver au cœur d'une telle affaire? Est-ce une chute ou un nouvel épisode dans une trajectoire déjà marquée par les contradictions? Ce qui frappe, au-delà du verdict, c'est le silence qui l'accompagne. Pas de déclaration spectaculaire, pas de mise en scène de la défense, une retenue constante, presque déroutante dans un contexte où tout pousse à réagir. Isabelle Adjani continue d'avancer, sans chercher à reconquérir l'opinion, comme si l'essentiel se situait ailleurs. Dans le même temps, certains souvenirs ressurgissent, comme autant de fragments d'une image complexe. Sa signature, en 2009, d'une pétition de soutien à Roman Polanski lors de son arrestation en Suisse, revient dans les discussions. Un geste qui, à l'époque déjà, avait suscité des réactions contrastées. Était-ce une prise de position artistique, une fidélité personnelle ou une erreur de jugement? Les réponses varient, les débats persistent. À 70 ans, qu'elle atteint en juin 2025, Isabelle Adjani demeure pourtant une figure centrale, non pas figée dans un passé glorieux, mais inscrite dans une continuité où chaque étape ajoute une nuance. Elle n'est plus seulement une actrice, ni uniquement une icône. Elle devient une présence, au sens presque abstrait du terme, qui échappe aux catégories simples. Et dans cette évolution, une question persiste, plus insistante que jamais. Que reste-t-il à dévoiler, lorsque tout semble déjà avoir été montré, et pourtant jamais entièrement compris? Ce qui demeure, au-delà des faits, des verdicts et des récits fragmentés, c'est une manière d'échapper. Isabelle Adjani n'a jamais construit une image stable. Elle a plutôt cultivé une vibration. À 70 ans, atteint en juin 2025, elle ne cherche ni à réparer, ni à séduire de nouveau. Elle existe dans un entre-deux rare, où la mémoire collective continue de projeter sur elle des attentes qu'elle ne confirme plus. Peut-on encore parler de carrière quand la trajectoire devient presque un territoire autonome? Dans ce paysage, ces distinctions prennent une autre dimension. 5 Césars, 2 nominations aux Oscars, des honneurs officiels comme la Légion d'honneur ou l'Ordre des Arts et des Lettres. Des signes de reconnaissance indiscutables, presque institutionnels. Pourtant, ces titres ne suffisent pas à contenir ce qu'elle représente, car Isabelle Adjani n'est pas une figure que l'on archive facilement. Elle dérange encore, même dans le respect. Elle fascine, mais sans offrir de point d'appui clair. Le public, lui, oscille. Certains continuent de voir en elle une actrice inégalée, capable d'atteindre des zones émotionnelles que peu osent explorer. D'autres s'arrêtent aux polémiques, aux transformations physiques, au silence jugé trop stratégique. Cette division n'est pas nouvelle, mais elle s'intensifie avec le temps, comme si plus elle se retirait, plus les interprétations se multipliaient. Faut-il se montrer pour être comprise ou disparaître pour rester intacte? In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Sephiros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Ces apparitions récentes, rares mais calculées, prolongent ce sentiment d'insaisissable. Chaque regard, chaque geste est scruté, analysé, parfois surinterprété. Elle n'a plus besoin de jouer pour créer une scène. Sa simple présence suffit. Et pourtant, rien n'est totalement offert. Isabelle Adjani continue de choisir ce qu'elle laisse voir et surtout ce qu'elle retient. Ce rapport au contrôle ou à son absence apparente devient central. Est-ce une manière de protéger ce qui reste intime
ou une stratégie plus subtile, presque instinctive, pour ne jamais être réduite à une seule version d'elle-même? Les réponses varient, mais aucune ne s'impose définitivement. C'est peut-être là que réside. Ni ses amours, ni ses succès, ni ses controverses ne suffisent à définir l'ensemble. Chaque élément éclaire une facette, mais aucune ne domine totalement. Isabelle Adjani échappe aux conclusions nettes, aux récits fermés. Elle avance dans une zone où l'image publique et la réalité personnelle se croisent sans jamais coïncider parfaitement. Et peut-être est-ce précisément ce décalage qui la maintient vivante dans l'imaginaire collectif. Car à une époque où tout semble devoir être expliqué, elle persiste à laisser des espaces vides. Des zones où le spectateur doit compléter, interpréter, parfois même se tromper. Une liberté rare, mais exigeante. Et face à cette liberté, une dernière interrogation s'installe, presque inévitable. Que fait-on d'une icône qui refuse obstinément de devenir transparente? Au fond, Isabelle Adjani n'a jamais cherché à être comprise, seulement à rester fidèle à une intensité qui ne se négocie pas. Entre éclats de génie, amour fracassé et zones d'ombre assumées, elle traverse le temps sans se figer. À l'heure où tout se dévoile, elle choisit encore le mystère. Et peut-être est-ce là sa dernière mise en scène, disparaître juste assez pour ne jamais cesser d'exister.